Bonjour à tous et bienvenue sur Travel Guys TV numéro 10. Et aujourd'hui, on a un invité spécial puisqu'il s'agit d'Olivier Joffé et on le retrouve tout de suite. Bonjour Bertrand. Salut. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Olivier Joffé, consultant en stratégie spécialiste du domaine de l'aérien, qui a produit ces derniers temps beaucoup de contenus et d'analyses très pertinentes qu'il partage sur LinkedIn. Et nous, il y en a une qui nous a interpellés, qui touche à l'évolution de l'expérience passager après le Covid, avec toutes les restrictions, les nouvelles mesures qui vont être mises en place, celles qui ont été annoncées, celles qui vont arriver. Et donc on a trouvé intéressant d'inviter Olivier pour rentrer un peu plus en détail dans tout ça et qu'il vous présente demain à quoi ressemblera le parcours du passager dans l'aérien. Alors Olivier, on va bien sûr laisser te présenter pour nos auditeurs, mais on va aussi commencer par parler de l'expérience passager et notamment de l'expérience passager pour l'achat du billet et pour l'enregistrement. On a compris qu'il y aurait un certain nombre de changements qui allaient avoir lieu, notamment sur l'enregistrement des données sanitaires. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Donner Olivier, quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Alors bonjour Bertrand, bonjour Olivier. Donc Olivier Joffé, je suis aujourd'hui consultant dans un cabinet Big Four à Paris et j'ai profité de la période de confinement et un petit peu de calme qu'on avait ces derniers temps pour rassembler quelques idées et réfléchir aux modifications dont le secteur aérien va être impacté dans les prochaines semaines. J'ai la conviction qu'on va continuer à voyager, qu'on voyagera peut-être un petit peu moins dans un premier temps, mais qu'on voyagera différemment. Et c'est tout l'objet de l'interview. Donc merci de m'accorder la parole et de m'inviter. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que chaque grande crise amène son lot de mesures. On a le 11 septembre qui nous a apporté tout un arsenal sécuritaire qui a profondément modifié nos habitudes de voyage. Il y a eu pas mal de réticences au démarrage. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal et accepté, admis par les voyageurs, que ce soit les PAX PNR sur les détails de billets d'avion et l'enregistrement de nos données personnelles, la mise en place des postes inspection fouilles dans les aéroports, la présence d'Air Marshall sur certaines liaisons. On ne le sait même pas, c'est complètement intégré, c'est dans notre quotidien. J'ai la conviction aujourd'hui que le Covid-19 va apporter un nouvel arsenal et va transformer notre parcours en tant que voyageur. C'est un arsenal sanitaire cette fois-ci. Il va falloir développer des mesures sanitaires ou un suivi médical des passagers pour éviter la propagation d'une nouvelle pandémie. On voit qu'aujourd'hui, le secteur aérien est très fortement contributeur des échanges mondiaux, que ce soit de marchandises, de passagers à travers le monde. Il y a de plus en plus d'échanges. Et les gens, on ne pourra pas demain leur interdire de bouger. Donc il faut qu'on trouve des parades, et les bonnes, pour assurer aux voyageurs de voyager dans de bonnes conditions de sécurité et de sûreté sanitaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Olivier, sur le passeport sanitaire? Il y a beaucoup de choses, en tout cas, à ce sujet-là sur Internet. Qu'est-ce qu'on met dedans? Le fait qu'on a été malade? Est-ce que c'est juste pour le Covid-19? Est-ce que c'est pour tout type de virus? Est-ce que c'est pour des maladies infectieuses? Parce qu'aujourd'hui, on a des doutes sur les tests, on n'a pas d'immunité, on n'a pas de vaccin. Donc, est-ce que tout ça, c'est bien pertinent? C'est le point épineux de tout le sujet. Et j'ai pris le parti dans cette étude de me dire que cette crise était l'opportunité aussi pour qu'on puisse faire des évolutions. Évolution en matière du suivi des passagers et évolution également dans les comportements. Donc bien évidemment, et ça a été l'objet de nombreux débats sur Internet et de très bons apports d'ailleurs, est-ce qu'une application sera le bon véhicule pour le suivi? C'est toute une vraie question parce qu'il y a des problèmes de contrôle de l'information, de RGPD, de liberté individuelle, de réticence des passagers. Tous ces faits-là sont tout à fait justes. Je les ai juste mis un petit peu de côté dans l'étude pour faire un pas de plus et me dire on va développer une application qui permettra aux passagers de déposer ou de déclarer sur l'honneur des informations concernant son état de santé. Alors, est-ce que ce sera une application dédiée ou un nouveau module qui sera intégré aux applications des compagnies aériennes? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'une application individuelle qui permette aux passagers de déclarer à quelle date il a fait un test, si oui ou non il y a eu un test, quel a été le résultat du test, est-ce qu'il y a des antécédents ou pas, peut être un moyen ou une interface pratique pour pouvoir suivre les passagers. Je prends l'exemple de la Chine.
qui est un cas aussi un petit peu particulier, parce que la notion de liberté individuelle et tout ce qui est relatif à la protection des données est légèrement différent en Chine de ce qu'on peut connaître en Occident. Toutefois, on voit que via WeChat, aujourd'hui, par des systèmes de QR code, ils sont capables de tracer qui a été porteur d'un virus et qui ne l'est pas, qui a été en contact avec ces personnes, qui est contaminé. C'est une perspective. Est-ce qu'elle sera retenue ou pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Dans mon étude, je me suis dit que ce serait un plus à apporter à l'expérience passager, et ça rentre dans cette logique de nouvel arsenal sanitaire qui vient modifier l'expérience. Oui, effectivement, mais on en avait longuement discuté sur LinkedIn. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Être capable de tracer et faire en sorte qu'une personne puisse ou non rentrer dans un pays en fonction de ses antécédents médicaux, on le voit, ça va être essentiel. Maintenant, comme tu le disais, il ne faut pas oublier que tu parlais du 11 septembre, il a fallu très longtemps pour que ça arrête de grincer les dents, pour simplement donner les informations relatives aux passagers dans lesquelles il n'y a pas grand-chose de sensible. Aujourd'hui, il y a un micro-scandale parce qu'on vient d'apprendre que les données de santé des Français allaient être hébergées dans un cloud Microsoft. Quand on voit toute la sensibilité des données de santé dans à peu près tous les pays, quand on voit la sensibilité RGPD par ailleurs, moi je me dis que l'idéal, ce serait vraiment quelque chose de centralisé, pour que ça ait de la valeur, qu'il soit partagé par les compagnies, qu'il soit partagé par les États. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pas quand tu te rends compte que même pour l'immigration, les contrôles biométriques à l'entrée dans les pays, on n'arrive même pas à se partager ces données-là. Alors, c'est fait au niveau de l'Union européenne, c'est fait à des petits niveaux, mais ça n'est pas fait de manière globale. Alors, moi, parler des données de santé, je suis énormément sceptique et je vois arriver des choses, et là, en se projetant, c'est la boîte de Pandore. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Demain, il y a un pays qui va dire « Ah, mais tiens, mais moi, je voudrais savoir qui a le VIH. » Et puis après-demain, quelque chose d'autre. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il va y avoir énormément de réticences. Et pour aller même au-delà des réticences, énormément, je pense, même de recours et de débats juridiques si jamais le sujet devait avancer. Tout à fait, je partage complètement cet avis. Toutefois, je pense vraiment important dans cette période d'au moins poser la question sur la table. Ça permettra, à défaut d'avoir une mise en œuvre, de déjà remonter cette question et que des organisations comme l'OMS, comme l'IATA, l'OACI, voire des groupements de compagnies aériennes puissent se pencher sur le sujet et réfléchir à la meilleure modalité. Donc, passeport sanitaire dans une application, peut-être. Décharge sur l'honneur au moment de l'enregistrement, pourquoi pas. L'objectif, je pense, et en tout cas le nœud de la problématique, il est, comme tu disais Bertrand, d'avoir pour la première fois peut-être dans l'histoire une centralisation des informations, un partage des informations et une homogénéisation des procédures qui permettent à tous les voyageurs, quel que soit leur point de départ et leur destination, de voyager selon les mêmes règles, dans un cadre qui soit uniforme et harmonisé, et dans un cadre surtout qui permette d'assurer cette sécurité sanitaire. On parlait justement du passeport sanitaire comme premier élément fondamentalement nouveau dans l'expérience passager, quelque chose qui se situe déjà en amont du voyage, au niveau soit au moment de l'achat du billet, soit même de l'enregistrement. Est-ce que tu penses, dans le même ordre d'idée, qu'on va voir arriver d'autres nouvelles options ou modalités dans tout ce qui est procédure d'enregistrement ? Alors, c'est tout l'objet de l'étude. Et effectivement, tu fais bien de le mentionner, je suis convaincu que l'achat de notre billet d'avion ou la planification de notre voyage va légèrement modifier, en tout cas à la maison. À la réservation, pas beaucoup de changements. On va continuer à choisir notre billet, nos dates, nos prix. On va faire les comparaisons qui vont bien. Je pense que là-dessus, il n'y a pas grand changement. Au niveau de l'achat d'options, pas trop de changements non plus. La souscription d'une assurance voyage peut être un plus. Toutefois, je pense que les compagnies vont vouloir se prémunir de beaucoup de choses, et notamment du risque du passager infecté qui ne se serait pas déclaré. Donc, à mon avis, un formulaire sanitaire individuel sera à remplir au moment de l'achat du billet pour déclarer qui nous sommes, peut-être des informations médicales, on va dire, assez superficielles, parce qu'il y a toujours cette problématique de protection des données et de liberté individuelle, mais qu'en tout cas, il y ait peut-être un petit volet supplémentaire que le numéro du passeport, l'adresse de facturation, le nom de prénom, la date de naissance. Ça, c'est la toute première étape.
La deuxième étape, c'est quelques heures avant le départ, c'est au moment de l'enregistrement. Jusqu'ici, on validait qu'on avait bien acheté notre billet, qu'on confirmait notre présence sur le vol, on déclinait toute notre identité, on pouvait sélectionner un siège, sélectionner une franchise bagage additionnelle, pourquoi pas s'acheter un surclassement pour se faire plaisir. Demain, ce volet-là risque de nous prendre un petit peu plus de temps. On va devoir signer, je pense, une attestation sur l'honneur qui va toujours participer à ce processus déclaratif pour se prémunir et quelque part pour protéger à la fois le voyageur et la compagnie. Des nouveaux buy-in pourraient être faits, comme l'achat de masques, puisqu'on voit qu'en ce moment, c'est la politique qui est développée par les compagnies. La distanciation sociale est un petit peu compliquée. Masques et gants pour tout le monde. Pourquoi pas les acheter à ce moment-là et avoir derrière son petit kit en arrivant à l'aéroport. L'achat d'un siège vide, pour ceux qui souhaiteraient de la tranquillité. Comment acheter plusieurs sièges pour un seul voyageur. Si ceux qui peuvent se le permettre peuvent le faire, c'est toujours une option à étudier pour les compagnies. Toutefois, ça baisserait le load factor. Donc après, comment trouver cet équilibre économique ? L'achat d'une assurance santé qui viendrait compléter l'assurance voyage et qui la protégerait aussi la compagnie et le voyageur. Et enfin, l'achat de services bagages personnalisés pour éviter de traîner dans des espaces comme les check-in, qui sont des espaces très fréquentés, les reprises de bagages, tous les tapis roulants, ou même avoir à manipuler des bagages, ne sachant pas ce qui se passe entre le check-in et la reprise de son bagage à l'aéroport de destination. On pourrait avoir des gens très précautionneux qui pourraient être amenés à faire appel à ce genre de service. Là encore, aucune compagnie n'a communiqué sur l'ajout ou non de ces mesures-là. On part sur des idées et on part dans un scénario où le consommateur et la compagnie souhaiteraient se prémunir d'un minimum d'exposition par rapport au risque Covid. Là, tu décrivais l'expérience, on va dire, avant d'arriver à l'aéroport, ou en tout cas l'expérience d'achat et d'enregistrement. Maintenant, le parcours en aéroport. Pour les gens qui nous suivent sur Travel Guys, vous avez dû voir un certain nombre d'articles que j'ai écrits suite à un déplacement professionnel que j'ai effectué à Stockholm et qui a pu vous montrer un certain nombre de contraintes qui sont liées au parcours en aéroport. Plus de fils prioritaires au moment du passage de la sécurité, évidemment pas d'embarquement prioritaire. Qu'est-ce que tu vois comme autres mesures qui peuvent arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent et qui viendraient modifier de manière assez drastique le parcours en aéroport, Olivier ? Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites sur les procédures d'embarquement et les procédures à bord. Je pense qu'avant d'en arriver là, il faut qu'on se pose la question déjà de qui peut rentrer dans un aéroport ou pas demain. Et je pense que si on devait introduire une vraie révolution, ce serait d'amener un contrôle sanitaire vraiment à la porte de l'aéroport, qui serait la première étape de notre parcours au sein de l'aéroport. Très simple, on se dit que ne doivent voyager que les personnes saines. Les accompagnants ne peuvent plus aller au-delà de cette barrière-là pour éviter de propager des potentiels virus ou d'avoir trop de gens à l'intérieur des locaux. Donc moi, je serais pour un premier filtrage, on va dire, si on devait vraiment faire cette révolution sanitaire. Dès qu'on rentre à l'aéroport, prise de température, prise de test si réalisable, ce qu'on appelle en milieu médical un tunnel désinfectant. Donc il faut s'imaginer comme une espèce de tente dans laquelle est pulvérisé par aérosol un produit bactéricide ou désinfectant qui viendrait du coup asperger le voyageur, ses habits, ses cheveux, sa peau, etc., ses bagages aussi, et contrôler dans un premier temps, toujours dans cette logique de mise à disposition du contenu du passeport sanitaire. Première vérification, le passeport. À ce moment-là, oui ou non, monsieur, madame, vous êtes autorisé à aller plus loin. Sinon, prise en charge médicale parce qu'il y a un doute et il faut isoler, ou en tout cas tenter d'isoler les personnes à risque. Et les personnes saines continueraient du coup leur voyage vers le check-in. D'accord. Pour ce qui est des mesures à bord maintenant, on a vu effectivement un certain nombre de vidéos sur Twitter avec des vols très pleins en plein confinement. On a entendu les déclarations d'Alexandre de Juniac à la radio qui a dit distanciation sociale impossible, un siège sur deux, les compagnies ne seront pas rentables, on ne peut pas continuer. Quel est ton point de vue sur ce sujet-là, premièrement? Et deuxièmement, en termes de services, on a vu beaucoup de choses assez différentes en fonction des compagnies. Quelles vont être les évolutions aussi de ce niveau-là? Alors, très franchement, la distanciation sociale à bord, on peut considérer le principe toujours dans une logique de protection, dans une logique, on va dire, un petit peu précautionneuse. Toutefois, se pose une vraie question, c'est que si on banalise des sièges, l'équilibre économique pour les compagnies n'est plus du tout le même.
On sait qu'environ 75-80% de taux de remplissage pour des legacy permettent de voler de manière économiquement viable, 90-95% pour les low cost. Si on prend les classes de voyage, la distance entre chaque siège et chaque passager n'est absolument pas la même. Les classes avant vont bénéficier, on va dire, d'une distanciation naturelle de fait qui va être quand même largement suffisante. En first class, la question ne se poserait presque pas, compte tenu de l'espace et du côté privé aujourd'hui des suites qui sont offertes. Je pense par exemple à Singapore, à The Residence d'Etihad, ou même toutes les suites qui sont offertes dans des compagnies qui ont des produits un petit peu en dessous, mais avec des portes coulissantes qui permettent d'isoler les passagers. La business class aujourd'hui a tendance aussi à se désaturer d'elle-même pour améliorer en confort le produit. Donc pour moi, ces deux classes-là ne seraient pas trop impactées. Ça tombe bien pour les compagnies parce que c'est quand même les classes qui, certes, représentent le moins de passagers, mais représentent le plus de marge. Donc au moins, on ne pénaliserait pas les compagnies sur ces segments-là, ce qui est très important, et ce qui permettrait aussi à une clientèle très fidèle, dépensière et aux entreprises de continuer à faire vivre ces classes-là. C'est fondamental si on veut continuer à voir nos compagnies voler demain. En revanche, pour les autres passagers, premium, éco et surtout le full éco en low cost et en moyen courrier, attention, là ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Donc j'ai fait l'exercice sur à peu près toutes les configurations qui existent aujourd'hui dans les cabines de nos compagnies. Premium économie, on serait entre 50 et 57% de taux de remplissage au maximum. Économie entre 50 et 66%. On voit bien que l'équilibre économique ne serait pas atteint. Donc à mon sens, étant donné que ça représente les plus gros volumes de passagers, les compagnies vont très vite réfléchir à des solutions alternatives et donc la distanciation à bord ne tiendra pas. Premier élément. Le deuxième élément, c'est si on se dit que cette distanciation ne tient pas à bord, il faut trouver des solutions pour pouvoir permettre à ces passagers de voler et surtout dans les meilleures conditions possibles. Donc on a vu des initiatives avec des hôtesses en tenue chirurgicale, avec des équipages désinfectant des cabines, avec certains médias qui crient haro sur la non-protection des voyageurs. Il faut être là aussi prudent, je pense. Les avions bénéficient aujourd'hui de technologies et de systèmes de ventilation qui sont quand même très pointus, qui sont les équivalents aujourd'hui de ce qu'on trouve dans des blocs hospitaliers, donc ça filtre énormément de particules et on a quand même assez peu de danger à voler. Toutefois, restons prudents. Donc pareil, dans cette étude, ce que je propose, c'est aujourd'hui avoir au moins à court terme des masques et des gants pendant la durée du vol pour éviter, en cas de suspicion ou en cas de contamination, de répandre un petit peu du virus dans la cabine. On sait qu'il y a quand même entre 180 et 450 personnes dans un avion. Ce serait un petit peu dommage de contaminer tout le monde. En revanche, on pourrait penser à des améliorations du service, pour le coup, par les compagnies, comme la distribution de gel hydroalcoolique à intervalles réguliers, la désaffection un petit peu plus régulière des espaces publics, je pense aux galets, je pense aux bars, je pense aux toilettes, aux salles de bain, qui sont les lieux de passage les plus fréquents des voyageurs. Peut-être une fumigation aussi, avant le décollage, comme il se fait sur certaines destinations. J'ai eu le cas plusieurs fois dans des destinations qui sont sujettes au paludisme, à la fièvre jaune, ou en tout cas au transport de virus via les insectes, à la désinfection des cabines par ce biais-là. Pourquoi pas y réfléchir aussi sur toutes les destinations. Ce serait prudent et relativement efficace, je pense. Donc ça, en aparté, c'est juste un commentaire, on va dire, sur ce qui va se faire entre l'accueil et le décollage. Après, sur les grands changements à bord, je pense que ce qui risque de changer, ça va se voir un petit peu plus. Tout ce qui va être presse-papier, à mon avis, il ne faut plus trop y compter. Ça va plutôt être venez avec votre tablette ou trouver dans l'IFE tous les contenus que vous recherchiez avant. Pour pareil, éviter d'avoir des magazines qui stagnent, des gens qui touchent, qui tripotent et des virus qui se baladent. Ce qu'on pourrait avoir, ce serait aussi un séquencement de l'ordre des passagers, on va dire, qui doivent avoir accès aux salles de bain. Aujourd'hui, quand on peut, on se lève, on va au fond de la cabine, on attend. Peut-être que demain, on aurait un système de créneaux de réservation via l'IFE, des créneaux de 5 minutes, où chaque siège réserverait. Alors oui, on va me répondre que ça ne répond pas vraiment aux urgences de certains passagers, et c'est regrettable. Toutefois, ça évite une file d'attente, ça évite de s'agglutiner, ça permettrait de protéger passagers et personnel de bord. Je pense par exemple aux galets en classe éco au fond des cabines sur les 777. On se retrouve très vite à 15-20 personnes dans ces espaces-là qui sont tout petits. En cas de contamination, on connaît le résultat.
Je ne suis pas absolument certain que ces mesures donnent en tout cas à nos followers très envie de voyager dans les prochains mois. Je suis convaincu aussi que ce paysage-là est vraiment, entre guillemets, un paysage du pire. C'est-à-dire que voir maintenant en business des plateaux sous cellophane plutôt que d'un service à la place, ça ne va pas faire justifier le prix du billet. Avoir des repas systématiquement chauds sur des vols du matin ou sur des vols l'après-midi, ça ne va pas forcément être top. Des collations qui seront pareilles, plastifiées ou non distribuées, ne va pas renforcer l'attractivité. Toutefois, je pense que dans tout ce qu'on est en train de se dire dans cet échange-là, il faut qu'on s'aperçoive d'une chose, c'est qu'il va y avoir, en parallèle de la reprise des vols, je l'espère et je le souhaite, et les chiffres en tout cas aujourd'hui commencent à nous indiquer quelques tendances, un recul de l'épidémie qui va sans doute nous permettre de retrouver des conditions beaucoup plus normales dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc parmi toutes ces mesures, quelles sont celles qui vont être tout à fait temporaires et qui vont vite disparaître parce qu'elles n'auront plus lieu d'être? Je pense par exemple aux hôtesses masquées, gantées, en combinaison stérile. Bon, c'est pas forcément très bon. En revanche, se dire qu'on va revoir le parcours du client en aéroport ou qu'on va revoir les services à bord, ce serait peut-être quelque chose qui aurait du sens à beaucoup plus long terme et qui serait valable non pas dans un souci unique de protection sanitaire, mais d'enrichissement de l'expérience. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, les compagnies ont un véritable coup à jouer sur la montée en gamme de leurs services, que ce soit sur le core product ou sur l'apport de ces mesures qui viendraient enrichir ce core product et de faire vraiment du customer care dans le long terme sur l'ensemble des facettes, sachant que le sanitaire était jusqu'ici pas ou peu pris en compte. Effectivement, et comme tu le disais tout à l'heure, les passagers dont les compagnies vont avoir besoin prioritairement au début, ça va être les passagers des classes avant, et tu peux pas justifier le prix d'un billet en first ou en business si c'est pour apporter un truc sous cellophane, si c'est pour arrêter le service de tel ou tel produit, ça tient pas du tout. Moi, il y avait deux choses que je retiens. C'est effectivement, comme tu le dis, il y a certaines mesures qui vont être provisoires et très rapidement, on l'espère, réversibles, parce que la dégradation du service, à un moment, ça ne passera pas. Moi, j'entends même des gens, et ça peut se comprendre, des gens qui disent mais un masque pendant 2 heures, 3 heures, etc., c'est insupportable, et non, on préfère rester au sol et on ne voyagera pas dans ces conditions-là. Et de manière globale, les passagers vont se rendre compte globalement, et pas que dans l'aérien, hein, mais dans l'hôtellerie, ça va être pareil, etc., que ces mesures vont avoir un coût en termes d'expérience, vont avoir un coût financier, et qu'à la fin, on va trouver, je pense que dans le monde du voyage, tant qu'on ne revient pas un tout petit peu à la normale, que tout est trop cher par rapport à ce que c'est. Ça c'est le premier point. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai du mal de comprendre. Là, tu viens de parler du parcours client dans l'aérien. Il y a l'IATA qui a fait des propositions. Tu as le ASA, donc l'agence de sécurité aérienne, qui a publié également un protocole. Mais alors un truc que je comprends pas, on parle pas du train aujourd'hui. Enfin alors, soit dans le monde de l'aérien, les gens se font un psychodrame et surréagissent et prennent des mesures qui sont complètement disproportionnées, soit à un moment, le ferroviaire se fout allègrement de nous. Parce que je ne comprends pas pourquoi certaines compagnies refusent aujourd'hui les bagages en cabine, mais qu'on peut prendre un train sans problème avec son bagage cabine. Pourquoi est-ce qu'on va faire des tests de température, etc., sur un Paris-Milan en avion, mais qu'on peut tranquillement prendre le train pour aller à Milan sans aucune forme de test, sans aucune forme de contrôle. Donc à un moment, moi je pense que c'est un sujet que nos lecteurs se posent aussi, c'est est-ce qu'on surréagit dans l'aérien ou est-ce qu'on sous-réagit dans d'autres secteurs? Mais il y a une disproportion qui n'est pas logique et qui est difficilement entendable. Je vais répondre en 2 temps. Le premier, c'est que je partage complètement ta conviction, c'est qu'effectivement, ce parcours modifié du client, il n'est pas qu'applicable au transport aérien, il serait, dans la logique des choses, applicable à tous les moyens de transport, que ce soit Flixbus, que ce soit le train, que ce soit le RER, le métro, l'avion, le court courrier, le long courrier. Il faudrait qu'on puisse, sur l'ensemble des moyens de transport, avoir ces mesures sanitaires pour permettre toujours
de faire voyager les passagers du point A au point B dans les mesures sanitaires appropriées. Maintenant, allons encore plus loin. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'acteurs du transport réagissent à court terme, à chaud, à la situation en mettant tout un arsenal de mesures pour deux choses. La première, c'est donner des gages de bonne volonté et d'action sur ces mesures-là, et quelque part, c'est sans doute un mal nécessaire parce qu'on sait que la propreté en avion était parfois discutable sur certaines compagnies. Donc, c'est quelque part un pas en avant. D'un autre côté, on en fait aussi énormément par rapport au risque pour pouvoir communiquer et faire revenir les gens. Le principal problème des compagnies aujourd'hui, c'est qu'il y a une offre, mais il n'y a pas de demande, ou s'il y a une demande, elle est très faible et elle a du mal à se dynamiser. On verra à partir du 15 juin, le voyage d'été va sans doute changer beaucoup de choses, mais aujourd'hui, la problématique première, c'est faire revenir les gens dans les aéroports, dans les trains, etc. Maintenant, de mon point de vue, si on grossit le trait, est-ce que c'est pas, entre guillemets, tout ça pour ça? On voit qu'en France, on a 30 000 décès, malheureusement, 30 000 familles qui sont lourdement impactées par la perte d'un proche. À l'échelle du pays, c'est beaucoup en termes de nombre par rapport à notre qualité d'humain, c'est peu par rapport aux 66 millions de personnes, et surtout quand on regarde aujourd'hui les décès, on touche quand même des populations qui sont principalement soit âgées, soit qui avaient déjà des prédispositions aujourd'hui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la peur panique, comme tu disais Bertrand, de reprendre un moyen de transport est rationnelle? Absolument pas. On est toujours dans une époque de la peur, on est dans une époque de l'irrationnel, où aujourd'hui, on est en train de récupérer une confiance à marche forcée, en surcommuniquant, en allant sans doute beaucoup plus loin que ce que la norme tolérerait, et surtout ce que nous, humains, avons vécu jusqu'à présent. On a voyagé dans des zones où on avait Ebola, où on avait des choses bien plus dangereuses que le Covid, sans forcément mettre des masques, des gants dans les avions. Aujourd'hui, on peut faire des progrès sur les aspects sanitaires. Après, est-ce que ces mesures sont 100% légitimes et vont durer longtemps? Je me pose la question et je ne suis pas convaincu. Et en tout cas, c'est le parti que j'ai pris dans cette étude, c'est de me dire que certaines ont du sens à long terme et resteront et vont participer à l'enrichissement du produit et donc de la valeur du billet qu'on va nous demander. D'autres sont superflues parce que court-termistes, parce que en overréaction et vont disparaître d'elles-mêmes parce que ce virus sera passager. Demain, on aura des traitements, on aura des vaccins, on aura une meilleure prise en charge. La médecine va faire des progrès et on aura peut-être moins besoin d'avoir tout cet arsenal, ou en tout cas un arsenal aussi puissant par rapport à la complexité et à la difficulté de ce virus. Bon, en tout cas, c'est très clair, Olivier. Je pense que Bertrand et moi, on partage totalement cette conclusion. On en fait un peu beaucoup aujourd'hui, et tu as raison, c'est sans doute à des fins de communication. Et on espère en tout cas que dans les mois qui viennent, on va pouvoir reprendre un voyage dans des conditions de transport un petit peu plus normales. Ouais. J'ai pas encore eu l'occasion de reprendre un vol ou de reprendre un train depuis la levée du confinement. J'ai suivi pas mal de vidéos. La conviction que je me suis faite, c'est bon, prendre la température, c'est très bien, mais sur une personne asymptomatique, ça ne sert à rien. Asymptomatique, il n'y a pas de symptômes, donc il n'y aura pas de fièvre, on ne va rien détecter du tout, et ce n'est pas parce qu'on est asymptomatique qu'on ne va pas le transmettre. Aujourd'hui, les tests sérologiques ne sont pas là, donc on a du mal à tester les voyageurs. Les applications ou les moyens de suivi ne sont pas là. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est pas beaucoup de com pour pas grand-chose? Désinfectons les avions, oui. Soyons prudents, oui. Mettons des masques, essayons au maximum d'avoir ce geste civique qui permette la résolution rapide de cette épidémie, mais se posent des vraies questions de fond pour les compagnies, pour les alliances et pour même le milieu médical et sanitaire. Comment demain on peut avoir un monde du transport, donc le train, le bus, l'avion, tous les moyens de transport qui permettent aux voyageurs de voyager sereinement et dans de bonnes conditions sans se transformer en aliens pour faire un voyage d'1 heure. Et oui, mais les mesures les plus spectaculaires sont pas forcément les plus efficaces. Donc, comme tu le disais, la prise de température,
qui est assez spectaculaire et peut-être moins efficace que la désinfection des avions, des tablettes, des sièges, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être celle qui rassure en termes de communication. Donc la boucle est bouclée par rapport à ce que tu disais précédemment. Le plus efficace, de toute façon, entre nous, ça restera le civisme. Hein. Si on sait qu'on a des symptômes ou qu'on est malade, on prend soin de nous, et puis tant pis. Ouais, voilà. Exactement. Merci en tout cas, Olivier. Merci à vous. Merci Bertrand. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Travel Case TV. D'ici là, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et la meilleure façon de voler, c'est de vous abonner. Alors, à la semaine prochaine. Bye. Merci beaucoup.